Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour votre journal d'actualité du district. Au sommaire, notamment, une nouvelle action antispéciste menée mardi à Aubonne. Un accord enfin trouvé à Prongin concernant l'exploitation de la plage et de la buvette de Promontou. Zoom sur le monde des vins avec le salon Divinum à Morges. Et nous accueillerons notamment Pierre Keller sur notre plateau. Et enfin, en fin de journal, rencontre avec le petit robot Nao. Mardi à l'aube, les habitants d'Aubonne ont été réveillés par des cris d'animaux qui ont été diffusés sur haut-parleurs et des images d'abattoirs projetées contre les bâtiments. L'action était menée par une quarantaine d'antispécistes. Florian Cavalieri y était. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de militants antispécistes, citoyens et appartenant à des associations antispécistes pour lutter contre le projet de construction d'un nouvel abattoir à Aubonne. En réaction à l'inertie des autorités concernées par ce projet et qu'on a sollicité via une lettre ouverte en début d'année notamment. Votre action, elle consiste en quoi ? Elle consiste notamment en la sensibilisation du citoyen qui détient une part de responsabilité dans ce qui va se passer à Aubonne même dans une année. Et l'idée c'est de pouvoir les réveiller aujourd'hui à 5h du matin, heure symbolique parce que les animaux commencent à être tués chaque matin en Suisse à cette heure-ci. Et donc c'est l'idée de refuser le fait de barricader ses cœurs et ses oreilles et s'ouvrir à ces cris parce qu'on a un pouvoir d'action pour éviter ce massacre. Forcément l'action peut paraître choc, mais ce qui est véritablement une agression, c'est le meurtre quotidien de ces animaux qui tentent de fuir la mort autant que possible comme on le voit sur les images. Et comme on l'entend au cœur de ces cris. Et nous, ce qu'on cherche à faire simplement, c'est permettre aux gens d'entendre ces cris parce que toute la société fait en sorte de pouvoir les faire taire. La désobéissance civile ne cherche pas à rallier l'opinion publique, par contre elle cherche à créer un cas de conscience. Donc là forcément il y a des gens qui vont être très en colère avec ce qu'on est en train de faire, mais peut-être que certains vont se dire ah tiens, il y a véritablement des animaux qui meurent comme ça chaque matin en Suisse. Et on espère à ce moment-là que ces citoyens puissent se mobiliser contre ce projet d'abattoir l'année prochaine. Je pense qu'on est surtout là en tant qu'éveilleurs de conscience. Nous ne faisons la guerre à personne, nous n'en voulons pas aux individus, ni même aux employés d'abattoirs. Nous, ce qu'on cherche, c'est à dénoncer un système d'injustice dans lequel on a véritablement enfermé les animaux malgré eux. J'ai décidé de soutenir cette manifestation en tant que citoyenne de la région. Comme toutes les personnes ici présentes, je suis là pour faire entendre la voix des animaux qui souffrent et qui meurent chaque année par millions dans nos abattoirs en Suisse et dans l'indifférence quasi totale. Le 14 février, j'ai pris la peine de rédiger un courrier en bonne et due forme que j'ai adressé au conseiller d'État en charge de toutes ces questions. Et à ce jour, en fait, je n'ai absolument aucune réponse. Dans un contexte, dans une société où le dialogue avec les autorités concernées n'est pas possible, ce type d'action et ma présence aujourd'hui est pleinement justifiée. Votre action a aussi connu une prolongation cette nuit à l'abattoir de Rolle. Oui, il y a quelques heures, des activistes de l'association 269 Libération Animale ont libéré 18 cabris de la bouverie de l'abattoir de Rolle qui ont été acheminés vers des familles d'accueil vers lesquelles ils ne seront pas ni exploités ni tués. Quelle est votre réaction avec cette action des antispécistes de ce matin ? Alors je suis évidemment surpris parce que c'est un événement qui crée une gêne dans notre petite cité. Et c'est vrai que je le regrette dans la mesure où des citoyens sont perturbés par cette action. Vous partagez les idées de ce combat ? Non, je vous le dis directement, je ne les partage pas. Non, je ne les partage pas. Je conçois que chacun peut avoir sa propre philosophie et son propre mode de fonctionnement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on l'impose aux autres. On a 34 personnes qui ont été interpellées, amenées à notre centre de Lausanne pour des contrôles et investigations. Vous pouvez nous faire un petit résumé de cette opération ? Oui, alors à 4h45 environ, un habitant d'Aubonne nous a appelé pour annoncer cette manifestation non autorisée dans le centre de la localité. Donc on est intervenu et finalement, après discussion avec la porte-parole, il a été décidé de les emmener au centre, particulièrement parce qu'on a une plainte des abattoirs de Rolle pour vol de bétail. Et on a aussi toutes les infractions qui ont été commises ici au règlement communal et à la loi sur la circulation routière. Voilà, on a pu entendre il y a quelques instants le syndic d'Aubonne dans ce sujet, Luc-Étienne Rossier, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors,
les esprits se sont un peu échaudés durant cette manifestation. Ça s'est calmé aujourd'hui. Est-ce que votre regard sur l'action antispéciste en général a évolué depuis cette action ? Non, elle n'a pas vraiment évolué. Comme je l'ai dit dans le reportage de tout à l'heure, je reste très dubitatif par rapport à des actions de ce type-là. Et pour avoir pris l'écho de quelques Aubonnois, je pense que l'effet a été plutôt négatif. Donc, justement, les Aubonnois qui sont venus vous voir, c'était surtout pour se plaindre ? Plutôt pour se plaindre par les perturbations qui ont été créées. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins que ce type d'action fait qu'on en parle, que vous êtes sur ce plateau, et du coup que ça sert leur cause ? Je pense que c'est normal qu'on en parle. C'est tout à fait légitime dans un pays de liberté que chacun puisse s'exprimer comme il l'entend. L'action de force menée par le barrage routier me paraît alors difficilement acceptable. L'un des griefs, en l'occurrence, c'était l'ouverture de l'abattoir qui est prévu dans la commune d'Orbe. On a appris que l'autorisation d'Aubonne, on a appris que l'autorisation était délivrée dernièrement. Ça ne change absolument rien dans ce projet-là, auprès des promoteurs aussi. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Pour pouvoir réaliser l'abattoir, il faut un plan partiel d'affectation, ensuite l'octroi d'un droit de superficie, et enfin... Accordé. Non, c'est le plan partiel d'affectation qui a abouti maintenant par l'approbation par le Conseil d'État. Après, c'est l'octroi du droit de superficie et enfin la mise à l'enquête de l'abattoir. Donc il y aura encore beaucoup de possibilités pour les antispécistes d'intervenir. Et justement, on en a un avec nous sur ce plateau, c'est l'artiste Pierrick Détrat. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît bien sûr sur scène, un peu moins sur ce domaine-là et cette lutte. C'était la première fois que vous participiez à une action antispéciste ? Oui, la première fois, je me suis dit qu'il était temps de passer à l'acte, parce que c'est bien joli d'avoir des théories, mais comme les choses ne bougent pas dans les faits, pour les animaux, je me suis dit que je pouvais m'impliquer physiquement. Alors, peut-être posons d'abord les choses, pour ceux qui découvrent peut-être ce que c'est que l'antispécisme. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du véganisme. Non, alors le véganisme découle de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait d'octroyer des droits spécifiques aux animaux. De rente notamment, enfin à tous les animaux, mais les animaux de compagnie ont déjà des droits. On n'a pas le droit de battre un chien ou un chat, c'est punissable. Par contre, on a absolument le droit de massacrer des veaux, des cochons et des cabris par millions, voire milliards, sur la planète entière, à longueur d'année. Alors, on l'a dit, vous étiez présent durant cette manifestation. Vous n'avez pas été interpellé, vous êtes parti avant l'interpellation par les forces de l'ordre. De manière générale, là, on voit que c'est une action de désobéissance civile, avec des éléments illégaux aussi. C'est quelque chose que vous assumez pleinement ? Oui, bien sûr, parce que quand on fait ce genre d'action, on sait qu'on s'expose à ce genre de remontrances. Mais en même temps, les animaux, eux, ils n'ont absolument aucun droit à la parole. Donc si on ne le fait pas à leur place, qui va le faire ? Et ceux qui vous rétorqueraient en disant il y a des voies légales pour se faire entendre, en Suisse d'autant plus facilement qu'ailleurs ? Les voies légales, en général, elles passent par ce genre d'action. En tout cas, d'action illégale, en l'occurrence. D'action illégale, mais quand on doit faire bouger des choses qui sont inamovibles, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge, c'est inamovible depuis des centaines, voire des milliers d'années. On abat les animaux sans se poser la question de leur bien-être ou de leur envie, de leur désir propre. Là, aujourd'hui, les consciences évoluent, les esprits s'ouvrent et il y a un tas de gens qui commencent à se préoccuper de ce qu'on fait alors, à ces êtres qui sont sentients et qui n'ont pas du tout envie de mourir. Pierrick Détrat, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller dans ce combat ? Jusqu'où il faudra. La prison, par exemple ? Si c'est le prix à payer pour essayer de sauver des vies, pourquoi pas ? Étienne Rossier, on voit que les propos sont très fermes. Ça va être difficile de combattre des personnes aussi assurées dans leur combat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire des positions irréconciliables. Je suis élu pour défendre le bien commun. Et le bien commun, il passe aussi par l'intérêt des agriculteurs. Aujourd'hui, je constate que notre société cherche à avoir une proximité entre l'organe de production et le consommateur final. C'est ce qu'on cherche aussi à avoir. On cherche d'ailleurs rien à inventer de nouveau, il s'agit de remplacer un outil qui existe aujourd'hui à Rolle. Et les agriculteurs de nos deux régions, que ce soit celle de Nyon ou celle de Morges, en ont véritablement besoin. Donc mon rôle, il consiste au fond à défendre ce bien commun. J'entends bien ce qui nous est dit aujourd'hui, mais je ne peux pas y adhérer. Alors à l'inverse, Pierrick Détrat, que vous inspire les propos du syndic d'Aubonne qui reflètent aussi, de manière générale, les propos des autorités?
En fait, on sait bien que le fait que l'abattoir soit à proximité des consommateurs ne garantit pas le fait que les animaux soient abattus dans de bonnes conditions. Les caméras cachées, les films de caméras cachées qui sont sortis ces derniers mois le prouvent. Donc c'est des abattoirs qui sont dans la région, hein, qui font des actions qui sont totalement illégales. Et puis il y a plein d'abattoirs dans le coin, à 30 km de rayon d'Aubonne. C'est pas du tout nécessaire qu'un nouvel abattoir, même s'il a toujours existé, enfin jusqu'à maintenant il a existé, s'il n'existe plus, ça ne changera rien au problème. Que l'on comprenne aussi la finalité, l'objectif dans votre esprit, c'est quoi dans le combat antispéciste? Que les animaux de rente aient des droits, tout comme les animaux de compagnie en tout cas. Est-ce que l'animal est une personne? L'animal n'est pas un bien de consommation. L'animal ne doit pas être un bien de consommation. Est-ce que l'animal est une personne? Une personne, moi je considère ça c'est un être vivant avec des facultés et des réflexions qui lui sont propres, un instinct. Oui, l'animal est une personne. Je me permets de vous faire réagir sur des propos que vous avez tenus à la RTS, où on vous posait la question, c'est votre compagne qui vous demandait si vous deviez choisir entre votre fils et un animal. Vous avez clairement dit que c'était votre fils que vous choisissiez. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, après débat, suite à ce petit échange, je dirais que je ne veux pas répondre à cette question parce que la question ne se pose pas en fait. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera jamais. Une réaction? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire, oui, je dois dire. Oui. Pourquoi? Je comprends que vous ne répondiez pas. Parce que le choix est impossible. Impossible. Mais vous privilégiez toujours votre enfant, j'en suis convaincu. Il ne répondra donc pas. Luc-Étienne Rossier et Pierrick Détraz, merci beaucoup pour votre présence et cet échange sur ce plateau. J'en suis sûr qu'on aura encore l'occasion de revenir largement sur cette thématique. Sans transition, accorder un droit de superficie pour la construction d'une salle de spectacle de 1300 places à Gland, c'est le postulat soumis jeudi au Conseil communal. Et suivi et réaction à l'issue des débats avec Florian Cavalleri. Le concept de votre projet, c'est lequel? C'est la création d'une salle de spectacle de grande envergure, 1300 spectateurs. Gland pourrait profiter de ce statut extraordinaire sur le plan géographique, de se trouver exactement à mi-chemin entre Genève et Lausanne et de créer une salle de spectacle pour que les gens viennent ici. Et c'est une option magnifique pour que Gland puisse saisir cette opportunité et augmenter son service et son image sur le plan culturel. Vous voyez plutôt d'un bon œil la construction d'une telle salle de concert à Gland? Écoutez, oui, je pense qu'effectivement c'est un projet intéressant et je pense que c'est un projet qu'il faut étudier. Mais je pense que globalement, ce sont des choses intéressantes dans le développement de Gland, permettre une position un peu plus importante de la ville de Gland dans la région. Je ne sais pas si c'est déjà un projet qui est absolument génial, mais je pense qu'il faut l'étudier, il faut regarder ce qu'il en est, il faut lui donner une chance et ça permettra peut-être d'accoucher avec un projet pour la région, pour l'environnement et culturel de Gland. Sortir Gland de son cité dortoir et de ses petits projets. L'argent du contribuable doit être utilisé à des infrastructures qui seront utilisées majoritairement par des Glandois. C'est pour ça que nous payons des impôts et que faire une infrastructure qui apportera beaucoup de nuisances, de trafic entre autres, de nuisances sonores, financées par l'impôt des Glandois, ils payent, ils ont les nuisances. J'ai un petit peu de peine à cautionner ce genre de choses. Vous avez demandé à ce que le conseiller Mesmer soit récusé sur ce dossier. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors il y a un article déjà dans la loi sur les communes qui a été repris de notre règlement communal qui prévoit la récusation de l'un de ses membres s'il a un intérêt personnel ou financier dans un domaine. Donc très clairement, dans ce dossier, M. Mesmer a annoncé qu'il serait président de cette fondation de ce nouveau théâtre. Donc je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors vous avez demandé le renvoi en commission pour une entrée en matière. Expliquez-nous. Alors effectivement, notre règlement prévoit cette possibilité de renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité si un cinquième des membres le demande. On demande la nomination de la commission à ce conseil. Cette demande est enregistrée par le bureau qui va la mettre à l'ordre du jour du prochain conseil. Le conseil a demandé que vous vous récusiez, c'est-à-dire que vous ne participiez pas au débat
aux discussions. Ça va être difficile pour vous? Non, moi ça ne me pose aucun problème. Moi ce que je veux, c'est espérer que cette salle existe, qu'elle dure, qu'elle perdure. C'est vrai que techniquement, ce projet pose quelques questions, notamment au niveau du droit de superficie. Et, techniquement, ça rend la chose un petit peu complexe. Ça ne me dérange pas. La seule chose, c'est que ça retarde un petit peu au niveau du calendrier, mais rien de grave et rien d'important. Donc pour vous, finalement, c'est une séance positive et ce projet va de l'avant? Absolument, pour moi il est né, il existe, il a le mérite d'exister et à partir de là on va pouvoir en parler. Et pour moi c'est le plus important ce soir. Je vous le disais en titre, à Prangin, un accord a été trouvé concernant l'exploitation de la plage et de la buvette de Promontou. Les explications du syndic avec Florian Cavalleri et Greg Barnil. La municipalité de Prangin et la société de développement étaient en désaccord sur la gestion future de la plage, respectivement de la buvette de Prangin. Il faut savoir qu'il existait un bail entre la commune et la société de développement pour la gestion de cet espace. Et la commune a décidé en 2016 déjà de résilier ce bail à fin 2018. Ce que contestait la société de développement. On n'a pas, dans un premier temps, réussi à se mettre d'accord et on a dû aller jusqu'au tribunal des baux pour trouver cette conciliation et cet accord, ce compromis en quelque sorte, qui consiste finalement à résilier ce bail, mais décalé de 2 ans. Donc le bail se terminera à fin 2020 pour la société de développement. On sait que l'exploitation de cette buvette, c'était l'une des grandes mannes financières de la société de développement de Prangin. Comment va-t-elle pouvoir retomber sur ses pattes ? Oui, de différentes manières. C'était d'ailleurs un des points qui nous a fait réfléchir à poursuivre cette gestion de la sorte, à savoir qu'il n'est pas évident de concevoir qu'une société de développement tire sa principale ressource financière d'un bien public. Ce qui était le cas, puisqu'elle ne gérait pas directement la buvette, mais elle la sous-louait à un exploitant. Et ça, nous avons trouvé que ce n'était pas dans la mission première d'une société de développement. Pour compenser ce manque à gagner, en quelque sorte, la municipalité a toujours dit qu'à l'image d'autres sociétés locales, lorsque celles-ci avaient un programme de manifestation et d'animation sur présentation d'un plan d'action, la commune inscrivait dans son budget un soutien financier pour celle-ci et je pense qu'il n'y aurait pas de problème. On peut ajouter également que la société de développement au cours de ces dernières années a capitalisé, ce qui posait aussi un problème, un certain nombre de montants qui sont de l'ordre de plus de 150 000 francs aujourd'hui, sur lesquels elle peut compter pour continuer sa mission, encore une fois, d'animation et de création d'événements en faveur de la population pranginoise. Durant ces 2 années de transition, vous annoncez quelques travaux sur cet objet, sur la buvette et sur la plage. Quels seront-ils ? Oui, alors c'était aussi une des raisons qui a poussé la municipalité à résilier ce bail pour reprendre en quelque sorte la main sur cette plage et cette buvette, avec deux orientations de réflexion. Tout d'abord des aménagements que l'on désire faire au niveau de la plage comme de la buvette pour embellir cet espace qui est à certains égards unique dans la région, avec une situation extrêmement privilégiée. Nous allons réfléchir à cela. Et puis au niveau de l'exploitation proprement dite de la buvette, nous entendons élaborer un concept, respectivement un cahier des charges qui sera remis aux futurs gérants avec des lignes directrices qui seront bien précisées et voulues par la municipalité de Prangin. Voilà, notez encore que la municipalité de Prangin a nommé sa nouvelle secrétaire municipale en la personne de Laure Pingou. Nyon va étudier la possibilité de mettre en œuvre un concept de marches exploratrices dans différents quartiers pour identifier les besoins des femmes dans l'espace public. Un concept venu du Canada et proposé à Nyon par la socialiste Chloé Bess. Florian Cavalleri. La femme n'est pas absente de la ville, bien au contraire, la femme est présente autant que les hommes, mais c'est prouvé effectivement que les villes sont construites avec un focus masculin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans les villes où les femmes peuvent ressentir de l'insécurité, des passages mal éclairés, des passages peut-être un peu sombres le soir quand on rentre chez soi, en tant que femme on peut se sentir avec un sentiment d'insécurité, etc. Et ce que je propose, c'est d'organiser des marches exploratoires, donc des marches faites
avec les femmes et tous ces petits endroits dans la ville de Nyon qui pourraient être relevés par les femmes et nous dire quels sont ces passages, quels sont ces endroits, enfin ouvrir le dialogue avec elles pour déceler toutes ces petites anomalies de la ville et les repenser avec elles. Chloé Bèze, vous parlez de harcèlement de rue, vous parlez de sentiment d'insécurité, mais à Nyon, est-ce vraiment le cas? Une ville de 20 000 habitants, en développement certes, mais une petite ville tout de même. Alors après avoir discuté avec la municipale en charge de la police, effectivement les chiffres, il n'y en a quasiment pas. Mais on sait aussi que le harcèlement de rue, c'est des chiffres qui sont très compliqués à avoir. Parce que les femmes qui en sont victimes, bien souvent, elles ne vont pas aller à la police pour en parler. C'est pas elles qui vont aller dénoncer. Et très souvent, c'est des chiffres qui sont masqués et c'est des chiffres qu'on n'a pas. Donc à travers ce postulat, c'est aussi amorcer un dialogue, l'ouvrir et puis peut-être faire simplement un état des lieux parce que c'est quelque chose qui est très caché. Effectivement, à Nyon, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans une cité très paisible à ce niveau-là en tout cas. Alors là, vous agissez au niveau communal, comme beaucoup de vos consoeurs et confrères dans les autres communes vaudoises. Le but est-il de forcer le canton à avoir peut-être un règlement, une loi plus restrictive qu'il y a actuellement ? Si seulement, alors évidemment oui, c'est en faisant des petites actions comme celle-ci qu'on arrivera à quelque chose de plus méta sur le canton, évidemment oui. En bref, à l'arrivée des beaux jours, la ville de Nyon installe 2 grilles électriques en libre service. Le premier sera mis à disposition dès ce vendredi dans le parc du Conservatoire, le second dès le 6 avril dans le parc de Mongette. À noter aussi que la ville annonce 2 autres mesures, la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le quai des Alpes et une interdiction de circulation au chemin du Couchon du lundi au vendredi de 7h à 17h30. Objectif, assurer la sécurité des enfants. L'Assemblée générale de la SIC Nyon s'est tenue la semaine dernière. Sa présidente fait le point sur l'association des commerçants nyonnais. Elle est au micro de Florian Cavalleri. Nous avons eu notre assemblée générale jeudi dernier. Pour la 2e année consécutive, nous avons présenté des chiffres en noir avec un petit excédent. Nous avons actuellement une association qui est forte de 197 membres. J'ai réussi à enrôler de nouveaux membres au comité. On a un peu de jeunesse et de nouvelles idées. Et tout se passe pour le meilleur des mondes. Il faut dire que si vous avez des chiffres noirs depuis 2 ans, c'est justement parce que désormais les cotisations des membres payent les animations de la SIC. Effectivement, le budget des cotisations, ce qui est budgété maintenant, c'est encaissé, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, 2e information du côté des animations de la SIC Nyon et ça concerne Animanion. Alors là, j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer. Après 25 ans de bons et loyaux services de la part de Philippe Magnan, il nous quitte pour d'autres horizons. Donc, il va être transféré. Il a accepté un nouveau poste du côté d'Yverdon. Et malheureusement, nous perdons ce président pour Animanion. Et puis, plusieurs milliers de festivaliers s'apprêtent à arriver dans les commerces nyonnais avec Vision du Réel. Oui, effectivement, Vision du Réel va prochainement débuter. Les commerçants, depuis plus de 20 ans, leur réservent un bon accueil, car ce sont 40 000 clients potentiels. Et à ce sujet, comme chaque année, depuis 25 ans, nous organisons un concours de vitrines. Cette année, nous avons une 30aine de magasins qui participent, en plus de tous les commerçants qui réservent le bon accueil en distribuant des flyers, des affiches, le programme et en contribuant au fait que la ville soit belle pour accueillir ces festivaliers finalement. Effectivement, dans le thème de rouge et blanc. Autre anniversaire qui va arriver, c'est les 120 ans de la SIC au printemps. Effectivement, on va vous réserver des surprises lors du marché de printemps. Il y aura pas mal de musique, d'animation, il y aura la fête. On espère que le temps sera avec nous. Et puis, quels sont les prochains défis pour la SIC Nyon ? En collaboration avec la ville, nous avons mis sur pied un groupe de travail qui réfléchit à mettre en place notre 3e édition du marché de Noël afin d'optimiser les choses au mieux.
La deuxième édition du Salon Divinum se tiendra du 11 au 16 avril au Parc des Sports à Morges. Producteurs et vignerons présenteront leurs meilleurs crus aux visiteurs. Pour évoquer cette actualité, notamment avec nous deux invités. Luc Pellet, bonjour, président de la Maison des Vins de la Côte, et avec nous également Chantal Maurer, bonjour à vous, membre de du comité de cette même Maison des Vins de la Côte. Avant d'évoquer la Maison des Vins de la Côte, un mot sur ce salon Divinum, et non pas Arvinis. Ça, on l'évoquera aussi tout à l'heure. Ça, c'est un autre salon qui a lieu à Montreux. Qu'est-ce que ça représente, ce salon Divinum, pour les producteurs de vins de la Côte ? C'est une belle vitrine pour tous nos produits, pour la mise en avant, pour les faire découvrir. Les gens peuvent venir déguster, ils peuvent faire leur choix. Et c'est quelque chose de très positif pour notre région, et d'autant plus que c'est à Morges, tout près de Mont-sur-Eule et dans la région de la Côte. Alors Mont-sur-Eule, justement, c'est là où doit voir le jour la Maison des Vins de la Côte. Le nerf de la guerre, comme toujours, Luc Pellet, c'est l'argent. Le financement aujourd'hui, on en est à 85% de financement assuré. Là, vous continuez votre balade avec votre bâton de pèlerin pour pouvoir convaincre des privés d'investir. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a des financements publics, communes, cantons, confédérations, régions, Morges-Aignan, puisqu'on a la chance d'être à cheval sur les deux régions. Et ces financements-là, on les a établis. Les promesses doivent encore se concrétiser, mais on compte sur la bonne parole des gens. Et puis le reste, eh bien, il faut qu'on aille chercher l'argent qui nous manque. On a commencé la recherche de fonds avec un certain succès, puisqu'on a déjà la loterie romande qui nous a promis 250 000 francs. On a trouvé un mécène privé pour une somme à peu près équivalente, donc ça c'est bien. C'est de la dynamique. Et puis, on a embauché dernièrement un bureau qui s'appelle Suisse Grep, à qui on a confié ce travail de recherche de fonds. Parce que pour nous, de le faire nous-mêmes, de prendre notre bâton de pèlerin, c'est pas notre métier. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Alors, le budget d'investissement, vous me dites si je fais erreur, hein, mais c'est 4,5 millions de francs. Aujourd'hui, il reste combien à trouver pour boucler le budget ? Alors, l'objectif qu'on a fixé à ces jeunes qui doivent nous rechercher de l'argent, c'est 680 000 francs. C'est leur objectif sur une année, c'est ambitieux. Et puis, à part ça, dans le financement, on a encore 1 million qui pourrait être emprunté, ou voire par des crédits LAD ou des crédits d'investissement agricole. Mais si on trouve plus, c'est autant d'argent qu'on n'aura pas besoin d'emprunter et qui chargera d'autant moins le budget d'exploitation par la suite. Chantal Maurer, auprès de ces investisseurs privés, quel est l'argument qui fait mouche pour pouvoir investir ? Moi, c'est ce beau projet. Je ne sais pas si vous avez vu le projet d'architecture, qui est quelque chose de magnifique, qui a suscité, il y a une année. Voilà, qui a suscité beaucoup de personnes qui ont concouru pour ce concours d'architecture. Voilà. À l'écran. Ça, c'était un argument important. Je pense que c'est un bon argument. Déjà, cette image, cette belle image, et puis la mise en valeur de cette belle région qui est la Côte. Je pense que pour un investisseur privé, il sera fier de pouvoir dire qu'il a contribué à la réussite de ce projet. C'était nécessaire, Luc Pellet, d'avoir ce que l'on voit là, c'est-à-dire de pouvoir se projeter pour concrétiser le projet. Sans ça, c'était difficile, on l'imagine. Alors, c'était nécessaire pour aller rechercher de l'argent, mais c'était aussi nécessaire pour nous, à un moment donné, d'avoir de la substance à notre projet. Parce qu'il y a eu des heures de travail, beaucoup de sueur. C'est ça, ces projets-là, ça dure toujours très longtemps. On a remis l'ouvrage sur le métier un nombre de fois incalculable. Finalement, on a fait un concours d'architecture qui s'est un petit peu imposé de lui-même. Il fallait le financer, on a trouvé le financement, on a fait le concours, on a eu 100 projets à juger, c'est énorme, quoi. Je veux dire, ce qui prouve bien l'intérêt que les architectes avaient de participer à un tel projet, puis l'intérêt des entreprises à investir là-dedans, à mon avis, doit être le même. Et puis au final, on a eu énormément de plaisir à participer au jury de ce concours, parce qu'on est tous tombés d'accord sur ce projet-là. Et puis on a encore eu la chance par la suite de pouvoir le remanier un petit peu avec les architectes qui l'avaient conçu, parce qu'il y a des questions de compréhension, d'utilisation. On a pu le modeler à notre patte sans toucher à l'aspect extérieur. Je pense que là, on a quelque chose de bien. Enfin, moi, je suis convaincu que
que ce sera magnifique. Chantal Maurer, quand on parle d'investisseurs privés, là on a des chiffres importants qui sont donnés, mais on peut contribuer à toute petite échelle, à titre individuel. Chaque franc compte, oui, effectivement. On peut faire un don pour ce projet. Justement, par le site internet qui existe maintenant sur la Maison des Vins, chacun peut faire une promesse de don qui va de 100 francs à... Voilà, c'est ouvert. Infini. À l'infini. Et au-delà. Merci beaucoup, Chantal Maurer, Luc Pellet, d'avoir été avec nous et bonne continuation dans le cadre de ce projet. On reste dans les vignes avec un représentant emblématique des vins vaudois, Pierre Keller, ce bon vivant quittera ses fonctions de président de l'Office des vins vaudois à la fin de l'année. Il sera remplacé par l'actuel directeur de l'école hôtelière de Lausanne. Il s'agit de Michel Rochat, qui prendra donc ses fonctions en cours d'année 2018. Et Pierre Keller, le président actuel de l'Office des vins vaudois, est avec nous. Pierre Keller, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, Pierre Keller, on l'imagine, au moment où on quitte ses fonctions, après plusieurs années, il y a forcément un pincement au cœur au moment de devoir quitter le bateau. Non, pas forcément. Vous savez, j'ai fait ma vie en faisant des opérations, en quittant les choses. J'ai fait le 700e, j'ai fait les cales. À un certain moment, il faut laisser partir. Là, j'ai fait 7 ans à l'Office des vins vaudois. Ça m'est arrivé d'une manière tout à fait aléatoire. C'était le conseiller d'État, M. Mermour, qui le dernier jour de l'écale, le 30 juin, qui me téléphone et qui me dit « Écoutez, on a pensé à une chose pour vous, est-ce que vous pouvez passer dans mon bureau ?» Je lui ai dit « Écoutez, c'est un peu difficile parce que je quitte l'écale, il y a les promotions, il y a tout. » Il me dit ben justement. Et puis là, il m'a proposé. Et j'ai pensé que c'était... D'abord, on m'avait dit que c'était 5 séances par année. Donc, je m'étais dit que ce n'était pas trop important. Et puis finalement, maintenant, c'est un mi-temps. Parce qu'au fait, dans toutes les opérations, vous le savez aussi, plus on a d'idées, plus on a de travail. Si on n'a pas d'idées, on n'a pas de travail. Vous êtes pris au jeu, finalement. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, vous savez, je viens de la région, je viens de Gilly-sur-Aule. Hein. J'aime le vin, je suis dans le vin depuis pas mal d'années, et puis j'aime bien l'esprit vigneron, hein. Je trouve que c'est tout à fait intéressant, et depuis longtemps, ça fait bientôt 47 ans que je suis à Lavaux, et donc là j'ai connu d'autres personnes, d'autres vignerons, et ça m'a intéressé, et je dois dire que c'était vraiment... Une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et bien sûr, il a fallu avoir des idées, il a fallu un peu mettre de l'ordre dans la maison. Alors justement, parmi ces idées, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, et on s'en souvient tous. C'est cette énorme bâche qui était présentée à Lavaux, justement, qui disait « Le monde s'incline devant les vins vaudois ». C'était sacrément culotté. Oui, je voulais mettre les Valaisans s'inclinent devant les vins vaudois, mais ils n'ont pas voulu. Non, c'était une histoire très drôle. C'est Luc Massy qui refait sa maison et qui me dit, écoute, voilà, on va refaire la maison. Est-ce que tu n'as pas un artiste qui pourrait me faire un panneau, parce que ça va durer au moins 6 mois. Et je lui dis, mais écoute, moi j'ai peut-être mieux qu'un artiste. On va faire un truc comme ça, et on l'a repris. Eh bien, effectivement, ça a eu un écho inouï, ça a mis en rage des gens. C'est le monde vigneron était quand même très complexe. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec des artistes, c'est pas facile. Mais avec les vignerons, c'est pire. C'est plus difficile de travailler avec les vignerons qu'avec les artistes. Oui, beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait que c'est-à-dire qu'ils ont tous un caractère différent, beaucoup plus que l'artiste encore. Et ils sont vraiment des gens ils croient tellement à leur travail, ils croient tellement en ce qu'ils font, et ça tant mieux, qu'ils en oublient des fois les autres, vous voyez. Et ça, c'est une chose qui m'avait un peu choqué au début, mais finalement, ces différents caractères, avec le mien, ça allait très bien. Alors on sait que le marché des vins suisses reste un marché difficile, il y a une certaine détente, hein, on l'a vu sur les chiffres dans le commerce de détail l'an dernier. Comment les vins vaudois en particulier arrivent à se battre? Les concurrents sont plutôt suisses ou étrangers? Bon, alors ça, c'est clair qu'en Suisse, c'est les vins étrangers. Hein, donc on a les vins italiens, il y a les vins espagnols, il y a les vins autrichiens. Donc rien contre les Valaisans. Non, moi je suis un quart valaisan. Donc c'est clair que ça vient surtout de l'étranger. Et puis, je dois dire qu'on s'entend très très bien avec les Valaisans et avec Genève également. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette fierté d'être vaudois, on est certainement un peu les meilleurs.
et ça enrage tout le monde, mais au moins ça donne du mouvement et ça intéresse les gens. Il y a eu un bond qualitatif des vins ces dernières années. Alors déjà l'image qui s'est améliorée, mais il y a eu un vrai travail sur les cépages, la qualité même intrinsèque des vins vaudois. Alors ça, je n'y suis pour rien. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment dans toute la Suisse. Il y a un effort énorme, un travail fantastique qui a été fait sur la qualité, sur la production, produire moins aussi, mais meilleur. Et je crois que, vous savez, on exporte des vins. Comme vous le savez, je me suis pris au jeu d'exporter des vins, ce qui n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs. Et on est allé au Japon, on est allé dans différents pays, et c'est des vins qui plaisent. C'est des vins, le Chasselas, tout spécialement le Chasselas, parce qu'il faut dire quand même que c'est la prédominance, c'est le Chasselas, et on devrait travailler encore plus sur le Chasselas, parce que je suis persuadé que c'est un vin unique, un vin qui peut se vendre partout et qui plaît à tout le monde. Eh bien, on a pu voir que maintenant, ça marche très bien. Au Japon, on vend 30 à 40 000 bouteilles par année, ce qui n'est pas de la concurrence, puisque ce n'est pas du vin qui n'est pas bu ici, c'est du vin qui est exporté. Très rapidement, un élément aussi à évoquer avec vous. On parlait tout à l'heure du salon Divinum à Morges. Il y a le salon Arvinis qui va suivre à Montreux. Il y a de la place pour deux salons. Moi, ça m'avait choqué au début. Et puis je me suis dit quand même, tant pis, quoi. C'est des problèmes c'est des problèmes de vignerons, d'entêtement. L'avant contre la côte. Voilà. Non, je crois pas que c'est ça. C'est Morges qui a déménagé sur Montreux, et puis ils ont fait les choses. Moi, je crois que plus il y a de choses, plus on a de chance. Donc ça ne me dérange pas du tout. Et une dernière chose, la Maison des Vins de la Côte, magnifique projet. Que vous inspire justement? Alors, on a vu déjà les images tout à l'heure. Alors, moi, je suis pour une maison des vins de la côte. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Le projet architectural que j'ai vu est intéressant. Et je dois dire qu'il faut vraiment le faire. Et moi, je suis du conseil d'administration de Vinorama. C'est 30 à 35 000 bouteilles vendues par année. Et depuis qu'on a changé la gérante, ça va encore mieux. Donc, ça marche très, très bien. Il y a bien sûr des problèmes de place de parc, des problèmes de ci, des problèmes de ça, et puis la maréchaussée qui attend autour de la maison. Vous voyez, c'est pas très agréable. Ça, vous n'aimez pas. Pourtant, c'est des questions de sécurité, ça va de soi. Oui, d'accord, mais ils sont, vous savez, on a quelques problèmes quand même, des fois, avec eux. Voilà qui est dit. Pierre Keller, merci beaucoup. Plutôt blanc ou plutôt rouge, d'ailleurs? Alors moi je suis plutôt blanc, le Chasselas, et puis en rouge, je suis plutôt Bordeaux. Voilà qui est dit, vous faites une infidélité alors? Oui, mais j'aime Bordeaux, j'avais un appartement à Bordeaux, parce que uniquement pour le vin et pour les amis, et j'ai découvert les châteaux bordelais, et mon père aimait le Bourgogne, alors c'est en contradiction que j'ai aimé le Bordeaux. Merci beaucoup, Pierre Keller, notamment pour votre esprit de contradiction. Bonne continuation. Je vous en prie, merci. Au revoir. Et enfin, pour terminer, un mot sur Nao. C'est un petit robot humanoïde qui vient à présent en aide aux enfants autistes du CHUV. Il était présenté la semaine dernière à la presse et Andrea Braslepo y était. Très bien. Bon. Les enfants, on va installer le robot. Vous venez voir. Je vous présente Nao, qui va jouer avec vous. Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il est cool? Vous le trouvez cool? Moi aussi. C'est un robot qui existe depuis maintenant 6 ans, qui est essentiellement utilisé dans le monde médical ou dans le monde éducatif. Donc dans le monde médical, vous allez le retrouver pour établir des ponts de communication et améliorer la sociabilité avec les enfants autistes notamment. On sait que les robots interagissent et permettent des modes de communication avec les enfants autistes que les humains ont du mal à faire. Il ne se fatigue pas, il répète, il continue, il encourage, il a tous ces phénomènes. Donc là, je vais le faire démarrer. On va avoir plusieurs modules, à la fois des modules où il va raconter des histoires, où il va proposer des jeux, où il va proposer des questions relativement simples. Donc là, la connexion est en train de s'établir, voilà. Les programmes sont en train de se charger. Et le professeur ou le médecin, dans une application purement médicale, va trouver ici différents types d'applications qui sont déjà pré-saisies. Il va pouvoir aussi en créer lui-même et télécharger ses cours. Il sert par exemple aussi pour les enfants qui sont
placé très longuement à l'hôpital. Donc en fait, on place l'avatar, l'enfant reste à l'hôpital, et on place l'avatar Nao, le robot, à l'école. L'enfant voit sur sa tablette à travers le robot et il pilote. Donc le professeur va poser une question et comme n'importe quel élève, l'enfant à distance va appuyer sur la tablette, le robot va lever la main, il va interroger le robot et le robot va parler avec la voix de l'enfant et l'enfant va répondre à la question que le professeur aura posée au tableau. Mais il suit les cours pendant 1 heure ou 2 et on évite tous les phénomènes de désociabilisation liés à une longue maladie. Est-ce que le robot peut se substituer à un professeur, à un médecin? Non, jamais. Jamais. Il est toujours un assistant, c'est un outil, c'est rien de plus que ça. Et on va, à travers des jeux spécifiques que les professeurs médicaux vont vouloir construire, suivant les différents types d'autisme, on va utiliser telle ou telle méthode et le robot va servir à ça. Bravo. Et ce petit robot a été offert au CHUV par la Fondation Planète Enfants Malades. On a le plaisir d'accueillir sa directrice, Paola Meul-Pignatelli. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. J'aimerais rebondir sur la dernière question qu'a posée Andrea Braslopo sur le fait que, on l'a bien compris, ce robot ne remplace pas les professionnels. Il est plutôt inoffensif. Mais est-ce que ce sera toujours le cas dans 15 ans, 20 ans, quand les robots seront plus évolués ? Alors là, je crois que malheureusement, je n'ai pas les connaissances technologiques pour pouvoir me prononcer à ce sujet. On voit qu'il y a une grande avancée au niveau justement technologique pour ces petits robots. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Nao. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, exactement. Ce petit robot, c'est un investissement qui représente combien pour la Fondation ? Alors, ce petit robot est issu d'un partenariat que la Fondation Planète Enfants Malades a fait avec Elzana. Nous les avons approchés. Nous savions qu'ils avaient ces robots à disposition pour les hôpitaux. C'est un beau partenariat qui, pour nous, est très important parce qu'en tant que fondation, nous ne fonctionnons qu'avec des dons. Et là, nous avons pu offrir ce robot au Centre cantonal de l'autisme grâce à cette magnifique participation. Alors, la Fondation a été fondée, c'était en 2001. L'objectif, c'est d'améliorer le quotidien des enfants et adolescents qui sont pris en charge au CHUV, donc le CHUV et l'hôpital de l'enfance. Concrètement, quelles sont les actions au quotidien que vous menez ? Alors, nous sommes actifs en proposant des contes, de la musique, des activités physiques adaptées, de l'hypnose. Nous offrons aussi des cours de cuisine pour les enfants atteints de diabète, différentes prestations aussi par rapport à la recherche. Donc nous soulevons des fonds. Le principe d'une fondation est de soulever des fonds. Donc chaque année, les budgets sont remis à zéro le 1er janvier. Et puis, s'il y a un projet comme ça, un one-shot pour quelque chose, qui est justement dans le cadre de l'hôpital en pédiatrie, nous sommes présents. Et on sait évidemment que toutes ces actions qui sont menées autour de l'hospitalisation des enfants, celles que vous évoquez à l'instant, ça permet d'améliorer évidemment les conditions, mais aussi parfois la guérison. Alors, nous sommes convaincus, d'ailleurs, c'était l'objectif principal de la création de cette fondation qui avait été créée par le professeur Sergio Fanconi, qui était en charge de la pédiatrie au début des années 2000, qui pour lui, améliorer le quotidien des enfants pouvait avoir une incidence, non seulement sur les processus de guérison certainement, mais déjà pouvoir atténuer la douleur des enfants, quelle que soit la condition dans laquelle il est. C'est pourquoi on a aussi dans nos programmes l'hypnose, qui aide énormément les enfants, on le sait très bien, que ce soit en cas de soins ou en cas de stress, par exemple, avant une intervention chirurgicale. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Vraiment, le bien-être, l'amélioration du quotidien des enfants. Quand on parle du bien-être des enfants dans un cadre hospitalier, évidemment, on parle aussi, par ricochet, du bien-être des parents. Ça, c'est aussi important pour eux de constater qu'ils peuvent ne serait-ce que souffler un instant quand il y a des animations, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des histoires. Les intervenantes, que ce soit les conteuses ou les musiciennes, nous disent que les petits moments qu'elles passent avec les enfants hospitalisés permettent aux parents qui passent leur journée, pour certains, auprès de leur enfant, qui est alité, peut-être qui ne peut pas sortir de son lit, à pouvoir juste aller prendre un café pendant que l'enfant est tout simplement avec la conteuse ou la musicienne. Et hier après-midi, on a eu une action magnifique. Certains joueurs du Lausanne Sport sont venus
à l'hôpital, au CHUV, en pédiatrie, pour passer vers les enfants, faire un match de foot dans les couloirs, jouer au baby-foot avec les enfants. C'était des étoiles dans les yeux des enfants, certains parents aussi, il faut l'avouer, mais c'était un moment de pur bonheur. Voilà, et ça passe par ce genre de petites choses. Merci beaucoup, Paola Meule-Pignatelli, pour votre présence et bonne continuation avec la Fondation. Beaucoup. Et nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Pause Pascal oblige. On se retrouvera dans 2 semaines pour de nouvelles émissions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. À très vite.